Salut à tous, alors on se retrouve pour ce que j'espère être le premier épisode d'une nouvelle série où on va regarder justement les points de vue de gens, d'intellectuels de notre époque, donc des gens qui ont une idée de où le monde a été, où le monde est et où le monde va. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Parce qu'on vit dans le monde, donc tout d'abord c'est intéressant d'un point de vue intellectuel, mais pas seulement. C'est intéressant aussi parce qu'on va vivre les changements, que ces gens aient tort ou aient raison, avoir la perspective de plusieurs personnes, ça peut nous aider à justement comprendre ce qui va nous arriver, comment on peut vivre nos vies de manière heureuse et comment justement on pourra s'adapter aux changements que le monde va vivre. Et donc, la première personnalité dont on va parler dans cette série, c'est un homme, donc un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, qui est devenu une des figures les plus importantes et les plus influentes du monde grâce à une mission ambitieuse qu'il s'est fixée lui-même, celle de retranscrire toute l'histoire de l'humanité. Alors qui est-il cet homme? Donc il est né le 24 février 1976 à Kiryat Ata, en Israël. Il vient d'une famille laïque. Il fait des études d'histoire médiévale et militaire à l'université hébraïque de Jérusalem. Ensuite, il fait son doctorat au Jesus College à l'université d'Oxford. Il devient ensuite professeur à l'université où il a eu son bachelor et master, donc l'université hébraïque de Jérusalem, et il fait des recherches sur l'histoire militaire. Donc jusque-là, on ne voit pas trop comment ce professeur d'une université bonne, mais pas forcément si influente que ça, va devenir aussi connu, va être invité à la table de Barack Obama, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg. Alors, eh bien, justement, il va avoir une ascension fulgurante, ce professeur, puisqu'il va publier un livre en hébreu qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Donc le livre, il vient d'un cours qu'il enseigne qui s'appelle Histoire du monde et il retrace l'évolution de l'Homo sapiens de l'âge de pierre jusqu'à nos jours. Il explore comment les révolutions cognitives, agricoles et scientifiques ont façonné notre société. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est Harari, il regarde les grands changements qui ont lieu au cours de l'histoire de l'humanité et comment cela affecte justement les conditions de vie des gens, comment cela bouleverse les pays, les empires, voire les modes de vie pour les chasseurs-cueilleurs. Et donc, quelles sont les idées dans ce livre? Parce que c'est ce livre qui va vendre des millions d'exemplaires, qui va finir sur le bureau de Barack Obama, qui va finir traduit dans quasiment toutes les langues. J'habite au Japon, on peut trouver des exemplaires très facilement de ce livre. Quand j'étais en France, on trouvait aussi des exemplaires de ce livre. Et que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Harari aujourd'hui, il est invité dans des conférences à plusieurs millions dans la Silicon Valley. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme idée intéressante dans ce livre pour susciter un tel engouement? Alors, là, donc, Harari, il place comme point de départ de l'humanité la révolution cognitive. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est il y a 70 000 ans. C'est l'émergence de nouvelles façons de penser et de communiquer qui permettent aux humains de coopérer à des niveaux sans précédent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait la thèse d'Harari, c'est que à partir du moment où les gens se mettent à se raconter des histoires et des fictions, on peut s'organiser dans des structures beaucoup plus complexes. Car avant cela, l'humanité fonctionnait par petits groupes de chasseurs-cueilleurs, justement. Et donc les chasseurs-cueilleurs, c'est vous êtes né dans une tribu, vous connaissez tout le monde dans la tribu,
et vous coopérez avec eux sur une base de relations interpersonnelles. Tout le monde doit chasser, tout le monde doit cueillir, et il n'y a pas de spécialisation. Et donc, ça a une vision, ça a une porteur assez limitée. Pourquoi? Parce que par exemple, un groupe d'humains composé uniquement de relations interpersonnelles ne peut pas dépasser 250 personnes. Il y a beaucoup d'études qui le montrent, et c'est prouvé. Les humains ne peuvent pas vivre en plus gros groupe de 250 personnes. Au-delà, le groupe va se scinder. Déjà, rien qu'avoir un groupe de 20 personnes, c'est assez compliqué. Mais la nécessité peut pousser les gens à se réunir. Donc, les humains vivaient dans des tout petits groupes, 250 humains, et pas spécialisés, donc incapables par exemple, et aussi nomades, donc incapables de faire pousser de la nourriture, d'avoir des abris complexes. Bref, donc l'humanité était justement dans un stade assez limité. On causait déjà des dommages à l'environnement. Par exemple, Harari montre les feux de forêt énormes que causaient déjà les chasseurs-cueilleurs en Australie, ou les extinctions de masse que l'on causait avant même d'avoir inventé l'agriculture en Amérique. Donc on n'a jamais vécu en harmonie avec la nature. Mais ces groupes humains étaient quand même limités, en tout cas dans la vie qu'ils offraient à leurs membres. Et puis, il y a 70 000 ans, cette révolution cognitive. Et le fait d'avoir des concepts abstraits, des fictions, des histoires que l'on se dit, par exemple, la nation. La nation, qu'est-ce que c'est? Bien, la nation, c'est une histoire que plus que 250 personnes peuvent comprendre. À l'époque, on peut dire des centaines de milliers, aujourd'hui des millions. Et c'est le fait de se dire que l'on est une unité culturelle, indivisible, qui doit travailler ensemble. Et par exemple, regardez, par exemple, un Français qui vit sur la frontière des Pyrénées, il va peut-être connaître plus d'Espagnol personnellement que de Français, s'il vit tout juste à la frontière. Et pourtant, grâce à justement cette idée de fiction de la nation, eh bien, ce Français, il va prendre une partie de l'argent et de sa production qu'il va envoyer vers un État central, et l'État central va permettre ensuite, avec cet argent, de construire des infrastructures, et donc on a un mode de vie tout à coup beaucoup plus complexe que celui des chasseurs-cueilleurs, où effectivement il ne pouvait pas y avoir d'État, il ne pouvait pas y avoir de culture. Et donc, tout à coup, grâce à ces dieux, ces nations, on arrive à organiser plus de gens que 250 personnes. On organise des villes, des États, et de là, la course est lancée. Et donc, après la révolution cognitive, on a la révolution agricole qui se passe il y a à peu près 12 000 ans. Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, l'agriculture, pour Harari, en fait, ça a pour impact de pouvoir, sédentariser les gens, donc on est de moins en moins nomades, on s'organise autour des villes, et pour Harari, c'est un piège, l'agriculture. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on la voit comme un progrès. Mais en réalité, ce que Harari dit, c'est qu'un progrès à l'échelle humaine ne se traduit pas comme un progrès à l'échelle individuelle, forcément. Donc pourquoi Harari dit ça? Eh bien, Harari dit, en effet, l'agriculture, ça permet de produire beaucoup de nourriture et d'augmenter la densité d'humains. En effet, les femmes peuvent se permettre d'avoir beaucoup plus d'enfants que quand elles étaient chasseuses-cueilleuses, et donc on obtient des grands groupes qui augmentent. Et ensuite, ces groupes sont capables, justement, par leur plus grand nombre, de virer les tribus chasseurs-cueilleurs qui sont restées en groupe dans
nombre justement beaucoup plus faible. Mais sauf que, effectivement, donc l'agriculteur gagne toujours face aux chasseurs-cueilleurs, mais en réalité, si on regarde les conditions de vie comme celles, et on se base par exemple sur celles des San en Afrique du Sud, qui sont certains des derniers chasseurs-cueilleurs vivants, ceux de Bornéo, ceux de Papouasie, ceux d'Amérique du Sud, alors on se rend compte que les chasseurs-cueilleurs avaient globalement une vie moins laborieuse et avaient des régimes plus variés, des modes de vie plus sains où ils bougeaient, tandis que les agriculteurs avaient en effet une espérance de vie moins forte, une semaine de travail plus dure, et donc une vie moins épanouie. Donc ça c'est intéressant, on a eu ce progrès pour l'humanité, mais qui a diminué la qualité de vie pendant des milliers d'années pour les individus qui en vivaient. Donc ça c'est une des leçons, je pense qu'il faut tirer d'Harari, c'est que le monde peut évoluer d'une certaine manière qui va nous rendre plus efficaces, mais qui ne va pas nous rendre plus heureux ou plus épanouis. Et donc ça, c'est intéressant, je trouve. Ensuite, Harari commence à parler des réseaux d'échange. Donc, on a des idéologies unificatrices, on a des facteurs qui nous mettent en relation les uns aux autres, et donc il y a 3 facteurs principaux: l'argent, les empires et les religions universelles. Et donc Harari explique pourquoi ces phénomènes-là, justement, on peut les observer jusqu'à aujourd'hui et pourquoi il se passe comme il se passe. Et donc là, je vous invite à lire le livre parce qu'il donne beaucoup de détails dessus. Mais par exemple, pour l'argent, il montre comment c'est justement un moyen d'avoir des échanges plus faciles. Par exemple, imaginons, je produis des vaches. Je produis de la viande, je produis du lait, je produis des produits à base de vaches. Mon voisin produit du bois. Et j'ai envie d'avoir du bois. Donc je lui offre des morceaux de viande ou du lait ou quoi que ce soit, mais il n'en veut pas parce qu'il veut lui du miel. Eh bien, grâce à l'argent, on peut facilement échanger puisque l'argent c'est comme un compteur de la valeur produite et donc je peux aller vendre mon lait et ma viande à qui veut, récupérer de l'argent et acheter le bois. Et tout à coup, ça permet une énorme spécialisation et donc des économies beaucoup plus efficaces où on peut se permettre d'avoir des bouchers, on peut se permettre d'avoir des bûcherons et des gens spécialisés dans ce qu'ils font. Et donc, la richesse augmente grâce à ça. Ensuite, il parle des empires, donc il montre qu'aujourd'hui, la majorité des gens parlent une langue impériale, que ce soit le chinois, l'espagnol, le français, l'anglais. Et un empire, qu'est-ce que c'est? C'est une unité politique qui règne sur plusieurs peuples. Et en effet, il montre que c'est la forme la plus commune de l'unité politique la plus commune dans le monde et que le nationalisme n'est qu'une invention récente. Le nationalisme étant le fait que chaque peuple, chaque nation est un gouvernement à elle. En réalité, ce modèle-là, il marche aujourd'hui dans un contexte de loi internationale, mais à l'époque, quand on parle de l'Empire perse qui régnait sur des centaines de peuples, de l'Empire byzantin, de l'Empire arabe, de l'Empire des Sassanides, de l'Empire mongol. Bref, à chaque fois, les unités politiques, c'était ils conquéraient jusqu'à aller aussi loin qu'ils pouvaient, et puis parce qu'ils avaient besoin, sinon c'était eux qui se faisaient conquérir. Et puis au bout d'un moment, ils essayaient d'inclure les populations dans leur système politique. Et il y a tout un cycle que Harari décrit sur comment les populations deviennent petit à petit les populations de l'Empire, alors qu'elles étaient autrefois des populations extérieures.
Et ensuite, on a les religions universelles. Donc, Harari parle du fait que, par exemple, on avait des religions plutôt locales ou personnelles. Par exemple, d'abord, ça a commencé par l'animisme, et puis on a eu le polythéisme avec les dieux romains, et la plupart des peuples étaient polythéistes. Et une des questions que Harari se pose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la grande majorité du monde est monothéiste? Et donc, il attribue ça au fait que, alors déjà, les chrétiens et les musulmans ont des valeurs très prosélytes et donc tentent de répandre leur religion, voire aux dépens des individus. Donc on retrouve cette notion que ce qui se développe n'est pas forcément ce qui est bon pour les individus, mais ce qui est bon pour son propre développement. Et il parle aussi du bouddhisme, et donc il montre qu'il y a des systèmes de croyances partagées, des identités culturelles communes, des rituels, et que les religions universelles arrivent justement à se répandre le long des routes de la soie grâce à des rituels, au fait de mettre cette histoire, justement, on revient au fait d'une histoire qui se raconte, dans la réalité, en la faisant incarner dans des bâtiments, dans des reliques, et dans le fait qu'elles sont souvent beaucoup plus, et donc par ce prosélytisme, beaucoup plus agressif que les polythéismes. Par exemple, le polythéisme romain s'accommodait très bien de vivre avec les Égyptiens ou les Gaulois, alors que le christianisme, l'islam ou le bouddhisme ont des tendances à vouloir se répandre. Et donc c'est pour ça qu'au fil des siècles, on observe que ces religions ont grandi aux dépens des polythéismes. Et donc, l'autre point que Harari souligne, c'est la révolution scientifique. Donc il y a 500 ans, il montre que les humains commencent à comprendre le monde d'une manière différente. En effet, pour Harari, l'importance de la reconnaissance de notre ignorance devient un moteur de la science moderne. En effet, il décrit la science comme une méthode, comme le fait de se mettre systématiquement en doute, de devoir prouver par l'expérience. Il prend l'exemple, par exemple, du fait qu'Aristote a dit que un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger, et personne n'a vérifié pendant des milliers d'années, jusqu'à que justement Newton fasse l'expérience, alors que c'était tout simplement faux. Et c'est seulement... Et donc, on est passé d'un monde où les Grecs disaient on raisonne la vérité, à un monde où il fallait avoir l'expérience. Et donc, grâce à la science, tout à coup, on a des innovations telles que la révolution industrielle, la médecine moderne, l'informatique, et donc le monde change et commence sacrément à ressembler au monde d'aujourd'hui. Et Harari parle aussi du capitalisme. Donc, le capitalisme aujourd'hui, c'est le système économique dominant. Il n'y a plus vraiment de système non capitaliste, à part si on va en Papouasie, où il y a encore des systèmes tribaux, ou alors en Corée du Nord, où il y a des systèmes communistes. Et il explore du coup les idées de croissance économique perpétuelle, de crédit. Donc en fait, le crédit, qu'est-ce que c'est? C'est le fait justement de pouvoir utiliser les ressources qui ne sont pas utilisées à un moment par certaines personnes, pour les concentrer justement sur une personne qui a une activité qui n'a pas de profit à court terme, afin de créer justement cette activité. Par exemple, si on veut lancer une boulangerie, je dois trouver des gens qui peuvent mettre une partie de leur salaire justement pour justement me donner des fours, me donner un bâtiment, et de quoi justement commencer ma boulangerie.
et ça va mettre un temps avant de gagner de l'argent. Et puis une fois que je gagne de l'argent, je dois redonner plus d'argent que ce que ces gens ont mis. Et parce que justement, c'est pour ça que les gens ont donné l'argent au début, ils ne l'ont pas fait par bonté du cœur. Et donc le capitalisme, c'est ça, c'est justement, ça permet d'avoir une boulangerie où avant il n'y avait rien. Et si on multiplie ça à l'échelle d'une société, eh bien on a une société qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouie, ça je pense qu'on peut le dire. Et donc Harari n'est pas non plus, il dit les bons côtés du capitalisme, mais il parle aussi de l'abus potentiel des travailleurs, de l'impact écologique, de fait que la croissance économique éternelle, ça peut avoir des effets sur l'environnement et la justice sociale. Et en effet, en termes d'idéologie, Harari parle de l'humanisme. Donc pour Harari, aujourd'hui, on a 3 idéologies. Donc il y a eu l'idéologie de Dieu, donc celle de mettre celle qu'avaient les chrétiens et les musulmans au Moyen-Âge. Et il explique cela par le fait, il illustre notre transition hors de Dieu par les peintures qu'on peut voir. Par exemple, au Moyen-Âge, on voit très peu les soldats souffrir, on voit Jésus-Christ en haut et on voit les soldats qui se battent entre eux, mais on voit très peu, alors que dans les peintures justement de la Première Guerre mondiale, on peut voir l'horreur, l'émotion dans les visages humains. Et donc pour Harari, justement, on est dans une religion de l'humain aujourd'hui, et c'est une vision de l'humain qui est portée justement dans notre religion. Et il y a 3 branches principales à cette religion. Il y a l'humanisme libéral, donc qui voit l'humain comme un individu, qui pense que la meilleure manière de laisser les gens vivre, c'est justement d'avoir un état très limité, que les gens justement suivent leur initiative individuelle. On a l'humanisme socialiste du coup, où les humains sont définis par leur classe dans un système. L'humanisme socialiste justement place beaucoup d'importance dans l'organisation collective et pense que ce qui est plus important que le bonheur personnel et la liberté, c'est le bien-être collectif. Et finalement, on a l'humanisme évolutif, donc là on a les nazis, on a les eugénistes, ils voient l'humanité comme une collection de races, comme une collection de nations en perpétuel conflit, et donc dans leur vision du monde, le but est de faire triompher leur race ou nation dans le but justement d'arriver à la meilleure version de l'humanité. Donc on voit que donc il sort complètement du clivage gauche-droite et il offre une vision du monde où en fait nos débats actuels c'est qu'est-ce que c'est d'être humain, donc dans les idéologies politiques, qu'est-ce qui est une vie qui peut nous rendre épanouis. Et donc voilà, je pense que Harari c'est un penseur très riche, donc là on a abordé beaucoup d'idées. Je vous conseille de lire le livre parce que j'ai pu vraiment que toucher à des débuts d'idées, parce que sinon la vidéo ferait 5 heures et le livre il fait plus de 1000 pages je crois. Et sachant qu'Harari a écrit 2 autres livres qui sont aussi intéressants, donc c'est un penseur qui a réfléchi à beaucoup de sujets. Encore une fois, lisez Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et je pense qu'on aura besoin d'une partie 2 pour parler justement des autres idées d'Harari, donc qu'est-ce qu'il pense que le monde va devenir, comment il pense que les individus doivent s'adapter au changement du 21e siècle. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. À plus.